Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SOS Carabin, un podcast proposé par Egora, le site d'actualité des médecins. Je suis Justine Morel et je suis là pour vous aider, vous, étudiants en médecine, à réussir votre cursus. Dans chaque épisode, je reçois un invité qui répond aux questions que vous vous posez sur la mémorisation des cours, sur la rédaction de votre thèse ou la préparation des écosses. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion de votre argent. Quand on fait médecine, on apprend des quantités de choses, diagnostiquer, gérer l'urgence, prendre des décisions importantes, mais rarement à gérer son argent. Ce sujet est souvent mis de côté pendant les études, par manque de temps ou d'informations, mais aussi parce que la finance peut être une véritable source d'angoisse. Pourtant, s'y intéresser suffisamment tôt peut permettre d'éviter certaines erreurs et de commencer sa vie professionnelle plus sereinement. Pour vous guider dans ce vaste monde de la finance, j'ai invité le docteur Guillaume Pogu, médecin généraliste à Nantes et fondateur des Soignants Investisseurs, une newsletter et un site d'éducation financière indépendante conçu pour les soignants. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que c'est grave de ne pas s'occuper de son argent quand on fait ses études ? Alors pendant qu'on est en train de faire ses études de médecine, généralement on a peu de temps et peu d'argent. Donc c'est pas trop dramatique de ne pas du tout s'en occuper, mais il faut déjà commencer à avoir un peu les premiers réflexes et déjà commencer à un peu épargner. Pourquoi ? Parce que on termine quand même tard nos études. La plupart d'entre nous finissent aux alentours de 27 à 35 ans, ça dépend des spécialités. Et il y a quelque chose d'assez magique qui s'appelle les intérêts composés, qui vous permet de faire croître votre patrimoine. C'est les intérêts qui s'ajoutent aux intérêts chaque année, et ça, c'est le temps qui est notre meilleur ami. Et donc, plus on commence tôt, plus on commence à mettre de côté, plus ces intérêts composés jouent en notre faveur et plus le patrimoine va croître rapidement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut commencer dès le départ à avoir de bonnes habitudes patrimoniales, entre guillemets, en mettant de côté, en évitant de trop dépenser, en ayant une petite poche à chaque fois d'épargne, même si c'est très très faible, même si c'est que 40 ou 50 euros par mois, et ben c'est déjà ça qui commence à être mis de côté. Et avec le temps et les bonnes habitudes, quand on va arriver cette fois-ci au moment de l'installation, au moment de l'exercice plein, et on commence à avoir des rentrées d'argent, et ben on tombe pas dans le piège d'augmenter son train de vie en même temps que ses revenus, puisqu'on a gardé des bonnes habitudes. Et du coup, ça permet de capitaliser davantage. Alors justement, par où on doit commencer ? Vous parlez d'épargne, qu'est-ce qu'on doit choisir ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant quand on est étudiant en médecine ? Alors quand on est étudiant en médecine, je pense que effectivement, il faut avoir un peu cette vision où on a en gros, on essaye d'avoir 50 à 60% de ses dépenses pour on va dire les choses un peu courantes. On se garde 30% pour des loisirs, et puis les 20% qui nous restent, on essaye de les épargner et de commencer par faire une petite épargne déjà de précaution. Si déjà on commence comme ça, c'est déjà une bonne chose. L'épargne de précaution, ça correspond entre 6 mois, 3 à 6 mois de salaire, enfin en tout cas de dépenses de côté. Et déjà, si on arrive à se sécuriser là-dedans, c'est déjà une bonne chose. Et donc commencer par ça et de regarder, ça c'est le premier truc, de combien j'ai besoin par mois pour vivre et de combien j'ai besoin pour me sécuriser, généralement entre 3 et 6 mois. Donc si déjà on commence sur un simple livret A à mettre un peu d'argent de côté, c'est déjà un tout premier pas qui est déjà une belle chose. Et se dire, voilà, je prends 3 à 6 mois de mes dépenses et je les mets sur les livrets. Et après, derrière, on peut commencer à parler d'investissement une fois que ça, c'est sécurisé. Et à propos du livret A justement, est-ce que c'est une bonne idée de tout laisser dessus ? Alors non, c'est pas une bonne idée de tout laisser sur le livret A. Le livret A, ça doit vraiment être pour l'épargne de précaution. Ça doit être une épargne qui doit être rapidement disponible, ou quelque chose qu'on n'a pas besoin, où on a justement à avoir un peu d'argent de côté pour avoir immédiatement besoin de cet argent-là. Mais si vous n'avez pas besoin de cet argent, il ne faut pas le laisser sur le livret A. Pourquoi ? Parce que le livret A, il est très peu rémunéré. Et du coup, vous êtes rémunéré sous l'inflation. Et si les prix augmentent plus vite que le taux d'intérêt de votre livret,
eh bien, nominalement, vous ne perdez pas d'argent, mais en réalité, vous faites moins de choses avec. Et donc, tout laisser sur un livret A est une bêtise parce que du coup, vous risquez de perdre de l'argent au bout du compte. Alors du coup, quelles sont les autres options? Eh ben, quand on est jeune, on peut déjà commencer et ça, c'est une super idée d'ouvrir une assurance vie pour ce qu'on appelle prendre date. Pourquoi je dis ça? Parce que l'assurance vie est une espèce de niche fiscale où, au bout de 8 ans, vous serez, exonéré d'impôt sur le revenu et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant quand vous allez pouvoir sortir, votre argent en étant exonéré d'impôt sur le revenu et notamment sur les plus-values. Les plus-values, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez grâce aux intérêts. Et donc, au début, quand on est interne, on a généralement, si ça se trouve, on n'est même pas imposable ou très, très peu. Et donc, du coup, commencez déjà à ouvrir votre assurance vie puisque de toute manière, vous êtes pas imposé dessus et même si vous sortez de l'argent, vous serez pas imposé dessus et l'avantage, c'est que si vous laissez courir votre assurance vie au bout de 8 ans, et ben, vous pourrez sortir cet argent-là sans être imposé dessus quand vous commencerez à gagner de l'argent et à payer des impôts sur le revenu. Et donc ça Donc peut être déjà, c'est la première chose et la deuxième qu'on peut faire, qui est pas mal aussi, qui est un peu le même système, c'est ouvrir un plan d'épargne en action, un PEA, qui lui aussi est une niche fiscale qui, au bout de 5 ans, vous exonère aussi d'un certain nombre de prélèvements. On entend aussi parfois parler des ETF. Qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que ça peut être intéressant pour les étudiants? Alors oui, alors les ETF, c'est ce qu'on appelle les Exchange Trade Funds. En fait, c'est des espèces de robots qui vous achètent des actions, des petits bouts d'actions pour reproduire un indice. Un indice, c'est en fait la somme des 1300 plus grandes entreprises, pour parler de l'ETF Monde, qui est l'indice mondial, le MSCI World. Il va reproduire en fait la performance de ces 1300 entreprises. Et donc, on peut acheter en faisant un simple clic, en achetant un ETF qui est généralement très peu cher. Il y a des ETF maintenant où la part, c'est-à-dire juste le fait d'acheter l'ETF est même pas à 10 euros. Donc avec 10 euros, vous pouvez déjà être exposé au monde entier, chose qui était impossible à faire avant, où on achetait, quand les ETF n'existaient pas, où il fallait acheter action par action. Et du coup, il faudrait, bah, là, pour vous donner un ordre d'idée, le cours de Apple, extrait ou de Nvidia, ça vous coûterait beaucoup trop cher, d'acheter, cette action-là individuellement, puisqu'elle est actuellement à 223 $. Il faudrait, mettre 223 € pour acheter une seule action, alors qu'avec un ETF, l'avantage, c'est que vous achetez Nvidia, Apple, Amazon, Google et cetera. Pour 10 €, vous avez des parts d'actions. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est intéressant quand on est jeune de le faire pour l'histoire des intérêts composés. Mais encore une fois, je dis bien, il faut avoir mis son épargne de côté, son épargne de précaution. Et puis une fois que l'épargne de précaution est faite, vous commencez à ouvrir vos assurances vie et vos plans d'épargne en action, les PEA. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir acheter vos ETF, MSCI World ou autres, sur l'assurance vie, idéalement, ou sur le PEA. Donc là, on a parlé des ETF, de PEA et aussi le PER, le plan d'épargne retraite, si je ne me trompe pas. Exactement. À quoi ça correspond exactement et est-ce que ça peut être intéressant quand on est jeune? Alors, il y a plusieurs donc à quoi ça correspond un plan épargne en retraite? En fait, l'idée, c'est de constituer vous-même votre propre retraite en capitalisant, c'est-à-dire en mettant votre argent sur un, compte et sur un support qui est le plan épargne retraite et puis à l'intérieur de ce plan épargne retraite, vous pouvez sur certains, PER, extrêmement intéressants, choisir pareil des ETF, donc voilà, donc le PER, c'est vraiment l'enveloppe dans lequel vous allez essayer de développer votre patrimoine. L'État, essaye de favoriser parce que, bah, vous savez, c'est en ce moment un petit peu fragile les retraites et donc ils essayent de, inciter les Français à essayer d'épargner pour leur retraite et donc tout l'argent que vous allez verser sur ce plan épargne retraite, une partie en tout cas, c'est 10%, voilà, du plafond annuel de la sécurité sociale. C'est un petit peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est qu'une partie de ces revenus de cet argent que vous allez, mettre sur votre plan épargne retraite, ce sera cet argent, en tout cas, cette partie-là ne sera pas imposée ou en tout cas, va venir en réduction de votre impôt. Donc c'est un produit qui peut être extrêmement intéressant parce que du coup, si vous payez beaucoup d'impôts et ben, ça vous fait réduire votre impôt sur le revenu. Et donc là, vous me voyez venir. Ce qui est intéressant, c'est si vous payez beaucoup d'impôts.
Et cette phrase-là, elle est extrêmement intéressante. Si vous ne payez pas d'impôts, et généralement quand on est jeune, quand on est externe, quand on est jeune interne, on ne paye pas d'impôts sur le revenu. Et donc un plan épargne retraite n'a absolument aucun intérêt pour un jeune. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'options pour placer son argent quand on débute. Est-ce qu'il vaut mieux se faire accompagner pour gérer ses finances ou est-ce qu'on peut vraiment le faire tout seul? Quand on débute, quand on est jeune, installé, enfin ou même, externe, interne, on peut tout à fait gérer tout seul son patrimoine parce qu'il est pas très complexe. Généralement, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de sujet de transmission, on n'a pas de sujet de rémunération avec, de structuration de la rémunération parce que de toute façon, vous êtes salarié de l'hôpital. C'est pas très compliqué, vous n'avez pas énormément de volume d'argent, sauf si vous, évidemment, vous héritez, bon là, c'est une autre histoire, mais si vous n'avez pas de grosses sommes, euh, classiquement, on dit, alors je me ferai sûrement taper sur les doigts par des conseillers en gestion de patrimoine, mais tant pis, je suis pas là pour les caresser dans le sens du poil, mais je pense qu'en dessous de 100 000 euros de patrimoine financier, je vois pas l'intérêt de se faire accompagner. Si on s'intéresse maintenant à l'immobilier, à quel moment il vaut mieux se lancer dans l'achat? Je pense là à l'achat de la résidence principale par exemple. Alors c'est une excellente question parce que ça revient énormément. En fait, il y a deux choses. Il y a est-ce qu'on se lance dans l'achat immobilier et est-ce qu'on se lance dans la résidence principale. Pour répondre à la deuxième question sur la résidence principale, moi je pense qu'il faut avoir une visibilité sur ce que vous allez faire dans les 7 ans à venir. Pourquoi? Entre 6 et 7 ans. Pourquoi? Parce que la résidence principale, on a l'impression que comme on est propriétaire, on ne lâche pas d'argent par les fenêtres parce qu'on ne le donne pas à un propriétaire, on le met pour capitaliser pour soi. Sauf qu'on oublie très souvent que la résidence principale, il y a quand même des frais de notaire, il y a les intérêts de la banque que vous commencez déjà par payer avant de rembourser votre capital. Il suffit, alors je suis peut-être un peu compliqué, mais quand vous remboursez votre emprunt à la banque, quand vous avez vos mensualités de la banque, si vous regardez en détail, vous avez votre capital, c'est-à-dire l'argent qu'elle vous a donné, et les intérêts, c'est-à-dire ce que vous a coûté votre prêt immobilier, plus l'assurance emprunteur. Tout ça, c'est payé en premier. Et on paye d'abord la banque. La banque se paye elle-même avant de commencer à capitaliser. Et classiquement, on dit qu'une résidence principale, il faut entre 5 à 7 ans pour l'amortir. Et donc, si vous ne savez pas ce que vous allez faire dans les 7 ans, le risque d'acheter trop tôt, c'est que si votre foyer s'agrandit, vous vous mettez en couple, vous voulez plusieurs enfants et qu'il faut acheter plus grand, ou que vous vous séparez parce que malheureusement il y a des séparations sur les 7 ans à venir en tout cas, et ben le risque c'est que vous allez vendre dans la précipitation, peut-être à un moment donné, à un moment de marché comme là en ce moment où les taux sont hauts et où les prix sont plutôt bas et où les acheteurs ne se précipitent pas, et donc vous allez perdre de l'argent. Et au final, quand on fait le calcul, parfois être resté en location est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale. Et c'est d'autant plus vrai quand on habite dans des grandes villes comme Nantes, Lyon, Paris, où l'immobilier est très cher et du coup, vous risquez de payer pour être propriétaire, de vivre dans plus petit, simplement pour le plaisir d'être propriétaire. Et or, vous avez d'autres charges qui vont vous tomber dessus. Et j'ai encore pas parlé s'il y a un ravalement de façade, s'il y a on habite en appartement, les parties communes, la taxe foncière sur laquelle vous n'êtes pas normalement assujetti, enfin vous n'avez pas de taxe foncière quand vous êtes locataire. Et donc mis bout à bout, c'est pas forcément très intéressant d'acheter très tôt sa résidence principale. Il faut parfois un petit peu se poser les questions, mettre sur un tableau Excel réellement combien me coûte mon logement actuel dans lequel j'habite et combien de temps je pense y rester, et versus un achat immobilier qui va généralement vous coûter plus cher. En plus, souvent, on se fait un peu plus plaisir parce qu'on est chez soi, donc on achète des meubles un peu plus chers, des choses, etc. Donc, je dis pas qu'il faut pas acheter sa résidence principale, mais ça sert à rien de se précipiter pour l'acheter. Par contre, vous pouvez, si vous voulez, et c'est ce qui est intéressant, faire de l'immobilier locatif et cette fois-ci, faire de l'investissement immobilier. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant de le faire assez tôt parce que là encore, vous êtes jeune, vous allez avoir un emprunt assez facilement. Et puis là, c'est l'avantage, c'est que c'est le locataire qui va, par ses loyers, vous rémunérer, vous rembourser votre emprunt. Donc du coup, là, ça peut être intéressant parce que vous allez faire ce qu'on appelle les effets leviers, hein, c'est-à-dire que vous allez
avec une somme modique entre guillemets, enfin, en tout cas l'apport que vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir en face un plus gros voilà, une somme plus importante qui vous sera empruntée par la banque, qui vous sera donnée, prêtée par la banque et que vous pourrez ensuite rembourser par les loyers de vos locataires. Donc ça peut être intéressant de commencer tôt pour le coup. Et si on s'intéresse à la partie professionnelle, si on a envie de s'installer en libéral, est-ce qu'il vaut mieux acheter son cabinet ou le louer? Moi, je pense que c'est toujours plus intéressant d'acheter son cabinet parce que au moins vous êtes propriétaire de vos murs et vous êtes certain de sécuriser votre lieu d'exercice, c'est-à-dire que personne peut vous mettre dehors. Parce que si vous êtes notamment dans un bail commercial, le propriétaire peut décider de vendre et du coup votre bail commercial s'arrête et vous êtes obligé de trouver un autre endroit pour pouvoir exercer, parfois dans une autre ville, ce qui peut être un peu catastrophique. Alors bon, là en ce moment on est plutôt en pénurie médicale, alors c'est pas trop grave, mais il y a certaines autres professions de santé qui sont pas en pénurie. Et eux, quand ils se retrouvent comme ça, qu'ils doivent reconstituer une patientèle, ça peut faire très mal. Donc c'est quand même un élément de sécurité. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi avoir cette vision comment investisseur, et c'est pour ça que je vous dis, il faut commencer très tôt d'avoir ce mood, cette vision investisseur. Il faut s'assurer quand même que vous allez y rester un petit moment, que les locaux sont quand même en bon état, qu'il n'y ait pas trop de travaux à faire, qu'il n'y ait pas une toiture à remettre, parce que sinon, c'est à vous que va incomber les charges, alors que si vous êtes locataire, ça vous en occupez pas. Mais globalement, il vaut mieux acheter. Hmm. Et c'est Et alors, pareil sur la localisation, c'est-à-dire que moi, j'habite dans le sud de Nantes, j'exerce dans le sud de Nantes. Les prix de l'immobilier vont très peu chuter. Si vous allez au fin fond de la Creuse, sans faire offense aux propriétaires du fin fond de la Creuse, le marché de l'immobilier n'est pas à la même tension. Et là, pour le coup, peut-être que les mairies peuvent vous financer, vous voyez, les locaux. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant de ne pas acheter et de rester en location et en plus avoir un loyer qui est extrêmement faible parce que il y a une histoire d'attractivité et que les communes ont envie que vous soyez chez eux, quoi. Donc, vous voyez, c'est un peu au cas par cas, hein. et pour finir, on va s'intéresser à la fiscalité, le gros mot qui fait un petit peu peur à tout le monde. Quel régime fiscal il vaut mieux choisir quand on démarre? Évidemment, là, je parle vraiment des médecins qui choisissent de s'installer en libéral. Alors déjà, sur l'anticipation des charges, je pense que les 2-3 premières années, au moins les minimum les 2 premières années, il faut pas trop se poser de questions et mettre 50% de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire de ce que vous rétrocède si vous êtes remplaçant, ou de ce que vous gagnez en garde, de côté. Comme ça, comme vous savez qu'au bout de 2 ans, l'URSSAF va vous faire une correction, vous êtes à peu près tranquille. Si vous gardez ce chiffre-là en tête, vous êtes sûr de pouvoir assurer la régulation de l'URSSAF. Et au pire des cas, si la régulation de l'URSSAF elle est moins importante que les 50%, vous aurez mis de l'argent de côté, ça vous aura fait une épargne forcée et c'est pas dramatique. Donc ça, c'est pour l'histoire des rattrapages de cotisations. Et je pense qu'il faut que les jeunes internes, les externes aient un peu ça en tête quand ils vont commencer leur remplacement. En tant qu'interne, ils vont faire ça. Ensuite, pour le régime, alors il y en a plusieurs. Je pense que tant que votre chiffre d'affaires il est assez bas, il faut choisir le micro BNC. Après, derrière, il y a des petites subtilités avec notamment le fameux RSPM, hein, le régime simplifié des professions médicales qui s'adresse aux médecins remplaçants. Il y a des simulateurs qui existent et qui sont très bien faits et que moi j'invite à aller voir sur Réagir, le syndicat des jeunes installés et remplaçants de médecine générale. Ils ont fait un super boulot là-dessus sur quel type de RSPM, à quel moment je le passe, est-ce que je fais du micro BNC, à quel moment je passe en BNC, enfin voilà. Et je pense que c'est assez intéressant de faire là-dessus. Mais globalement, si votre chiffre d'affaires il est assez faible et que, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas de chiffres en tête, mais voilà, de toute façon, le micro BNC, le RSPM, il est limité à un plafond, c'est des chiffres d'affaires inférieurs à 19 000 euros par an. Donc voilà, en gros, si vos chiffres d'affaires de ce que vous allez gagner en tant que remplaçant est faible, il faut pas passer au BNC. Le BNC, le bénéfice net commerciaux, c'est pour les installer quand on a beaucoup de charges aussi, des charges de secrétaire, des charges de matos, etc. Où là, il y a un vrai intérêt de passer
en BNC parce que vous allez les amortir. Après, ça reste sur la comptabilité, c'est un petit peu plus compliqué, mais tant que vous gagnez pas suffisamment d'argent, restez avec un régime extrêmement simple et ce sera déjà très très bien. On s'approche tranquillement de la fin de cet épisode. Pour nos auditeurs qui sont toujours là, est-ce que vous auriez des ressources à conseiller sur ce sujet, qui seraient en plus de votre newsletter Les Soignants Investisseurs, dont on mettra le lien en description? Ouais, j'en ai des gens extrêmement sérieux qui parlent de finances perso. J'en ai 3 à recommander. Et donc je précise à vos auditeurs que j'ai absolument aucune rémunération pour ce que je vais dire là. Ils sont même pas au courant que je les recommande. Si vous êtes fan d'immobilier et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast Les Investisseurs 4.0 de Paco Débonnaire, qui est vraiment très très bien. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur le développement patrimonial, sur comment la gestion financière, etc. Moi, je conseille comment La Martingale de Mathieu Stéphanie. Il est vraiment extrêmement intéressant. Il invite beaucoup des conseillers en gestion de patrimoine, des financiers, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour des analyses un peu macro et puis un outil extrêmement intéressant pour la gestion de ses finances perso, c'est Finari, F-I-N-A-R-I, de Mounir Lagoun, avec son livre aussi Investir pour être libre, qui est vraiment intéressant. Et enfin, je terminerai par une newsletter qui est vraiment, que j'aime beaucoup, qui est Buddies, B-U-D-D-Y-S, je crois. La Minute Adulte, ça s'appelle. Et ça, pour les jeunes, mettez-vous là-dessus, parce qu'en fait, c'est deux filles qui ont monté ça et qui sont spécialisées dans l'administration, etc., qui elles aussi étaient un peu des phobiques administratives et qui ont simplifié. Vous recevez ça tous les 15 jours, ça vous aide énormément pour tous les côtés démarches administratives et autres. Il donne plein de petites hacks, plein de petites astuces hyper intéressants. Et si vous avez tout ça mélangé, vous avez des super ressources. Bon, parfait, en tout cas c'est noté. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous les liens de ces ressources en description de l'épisode et sur notre site, egora.fr. Merci beaucoup Guillaume pour ce tour d'horizon qui sera, j'en suis sûre, très utile à tous les étudiants et les jeunes médecins qui nous écoutent. Merci beaucoup pour votre invitation. D'ailleurs, pour vous qui nous écoutez, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de SOS Carabin, donc restez à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur egora.fr donc et sur vos plateformes d'écoute. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à jmorel@gmsanté.fr, Morel M-A-U-R-E-L. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire ou des étoiles sur les différentes plateformes d'écoute si vous appréciez ce podcast, parce que ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt.